Nous avons la chance et le plaisir aujourd'hui d'inviter Madame Gisèle Hart. Je ne connaissais pas le Maroc en tant que touriste. Je suis venue en mission et entre l'aéroport de Casablanca et mon hôtel, j'étais déjà tombée amoureuse. Souvent, les politiques ne savent pas communiquer et le storytelling est là pour les aider, ainsi que les grands patrons aussi. La meilleure communication est de cœur à cœur. Ça ne sert à rien de parler technique. C'est un long fleuve, tranquille ou pas. Au bord de ce fleuve, on peut chercher et on va trouver des pépites d'or. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui arrive dans le monde, on a de plus en plus besoin de communicants de crise. Aujourd'hui, ils font appel à des gens qui sont dans la publicité et vendre un produit avec art, ça n'a rien à voir avec la communication de crise. C'est vraiment un enjeu qui met potentiellement en risque non seulement une entreprise, mais même un gouvernement ensemble. Donc il a fallu que ce soit une Brésilienne qui a passé du temps en Belgique, qui vienne au Maroc pour aider des villageois à communiquer entre eux. Ça qui est formidable. J'ai fait beaucoup de formations, particulièrement destinées aux femmes chefs d'entreprise. Je pense que j'ai formé plus de 2000 femmes chefs d'entreprise. Le succès d'une expatriation se fait grâce à l'ouverture d'esprit. Donc Ecopolitis, c'est une nouvelle émission. Donc comme on a l'habitude, on invite peu de gens dans notre émission, on n'invite que des personnalités et des gens qui peuvent être des exemples pour les diverses générations, la génération Z dont tout le monde parle, mais aussi la X et la Y. Et nous avons la chance et le plaisir aujourd'hui d'inviter Madame Gisèle Hart. Donc Madame Gisèle Hart, elle est mentor, elle est speaker, elle est spécialisée en communication stratégique et en marque personnelle. Elle a une vie très riche et nous allons l'interroger sur les différents aspects de sa vie, de sa jeunesse, son éducation, au métier qu'elle fait, à la vision qu'elle a pour le Maroc et à la croyance qu'elle a dans des nouvelles relations plus étroites entre le Maroc et le Brésil, parce qu'elle est brésilienne de nationalité, mais elle est aussi marocaine de cœur. Madame Gisèle Hart, bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir à Ecopolitis. Je vous ai connu il y a quelques années, lorsque vous animiez un séminaire sur la communication. J'avais assisté, l'un c'était le groupe CDG, l'autre c'était l'Université internationale de Rabat. Mais on n'a pas eu l'occasion de nous revoir. Et je voulais vous inviter parce que j'ai suivi votre parcours ces 3-4 dernières années. Et j'aimerais que vous vous présentiez d'abord et que vous nous parliez dans un premier temps de votre jeunesse, où vous l'avez passée, et puis de votre formation. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre jeunesse et au début de votre vie estudiantine? Merci tout d'abord pour l'invitation, Monsieur Kadjili. Je suis très, très heureuse de partager ce moment avec vous et avec vos auditeurs. Et parlons de ma jeunesse. Et jeunesse qui a été vécue au Brésil, en partie en Allemagne aussi. Donc un peu mon goût des cultures étrangères a commencé très tôt. Donc voilà, au Brésil, d'abord toujours passionnée par les arts. Mon histoire professionnelle commence à l'âge de 8 ans en réalité. À l'âge de 8 ans, j'ai insisté pour suivre mon père à une conférence. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une conférence. Ça se passait au forum, au soir, et il n'y avait que des adultes. Je voulais tellement passer du temps avec mon papa. Il a fini par céder et je l'ai accompagné. Et ce jour-là a marqué le restant de ma vie sans que je sache, parce que j'ai vu sur scène un monsieur aveugle de naissance et qui avait fait des études et qui était écrivain, qui était dans le développement personnel déjà à l'époque. Donc je vous dis, ça fait 50 ans. C'était un des pionniers du développement personnel et c'était un exemple d'orateur, motivateur lui-même. Ce jour-là, j'ai vu l'émotion,
J'ai vraiment vu avec mes yeux. Ça avait l'air d'une fumée un peu verte qui reliait tous les participants. 250 personnes dans le public qui étaient touchées par ces paroles. J'étais super impressionnée parce que il n'avait pas de décor, il n'avait pas de jeu de lumière, il n'avait rien, que sa parole, que sa présence. Et à partir de là, j'ai commencé à fréquenter des conférences et un peu à juger la qualité des conférenciers, la qualité de l'oralité, le storytelling, sans savoir que plus tard, ça deviendrait mon métier finalement. À 12-13 ans, je suis partie en Allemagne, je suis revenue au Brésil et j'ai fait des études en arts plastiques, donc communication visuelle à l'Université fédérale de Santa Catarina, mon état. J'avais déjà commencé à travailler comme styliste de mode pendant mes études et j'ai décidé de quitter le Brésil pour faire mes études plus approfondies en stylisme de mode à Paris. Je vous parle de ça, c'était en 1988. Et finalement, je ne suis pas restée 2 ans à Paris, mais je suis restée 26 ans en Belgique. Parce que j'ai fini par me marier en Belgique, où j'ai eu mon enfant, où j'ai fait mes études aussi de marketing et publicité. Et j'ai continué à approfondir le côté développement personnel. PNL, hypnose, j'ai fait aussi le personal branding et voilà, tout ce qui est corrélé à la communication, mais dans le sens comment la communication, même les notions de publicité et marketing vont aider la personne à, au fond, devenir cette personnalité magnétique que j'ai vue sur scène à l'âge de 8 ans. D'accord. Et donc c'est d'abord l'art qui vous a passionné, et c'est l'art qui vous a amené à la communication, à la publicité, etc. Donc vous avez eu une approche artistique, mais aussi une approche construite, parce que le storytelling, c'est un métier, c'est quelque chose de technique. C'est pas maîtrisé par beaucoup de monde, le storytelling. Et vous avez commencé, je ne veux pas parler tout de suite du Maroc, je vais parler d'abord de vos années avant le Maroc. Donc sur le plan professionnel, une fois que vous avez été formé, etc., vous avez su ce que vous vouliez faire, où est-ce que vous avez exercé votre métier en Belgique ? Alors, j'étais à Bruxelles. J'ai passé quelques années à Mons, beaucoup même, et à la fin à Bruxelles. Et en Belgique, j'avais mon entreprise de communication, justement, qui était spécialisée dans la création de présentations avec le PowerPoint et avec le storytelling. D'accord. Donc, des présentations très spéciales où on faisait aussi l'entraînement de l'orateur. Et on travaillait avec des grandes entreprises comme Engie, comme Royal Canin et bien d'autres. D'accord. Donc c'était la plus grande agence de communication spécialisée en présentation en Belgique. D'accord. Et le storytelling politique, le fait de coacher du personnel politique, des ministres, des ambassadeurs, des secrétaires d'État, etc., pour leur apprendre à communiquer, parce qu'on voit souvent que c'est un travers des politiques. Souvent, les politiques ne savent pas communiquer. Et le storytelling est là pour les aider, ainsi que les grands patrons aussi. Le storytelling est là pour les aider à communiquer. Si la communication n'est pas naturelle chez eux, ils peuvent faire affaire à une spécialiste du storytelling, vous, par exemple, pour les aider à apprendre à communiquer. Je ne sais pas si vous avez déjà exercé ça en faveur des politiques. Et pour moi, il y a un marché très important, aussi bien à l'étranger qu'au Maroc, où il y a tout à faire au niveau du storytelling politique et du business aussi. Tout à fait. Je travaille avec des hommes et des femmes politiques, des personnes aussi qui ont été dans la politique, que ne sont plus, et les personnes qui vont se lancer dans la politique. Donc je travaille avec le public et le privé, avec des grands chefs d'entreprise aussi, avec des CEO des grandes entreprises, des banques aussi. Okay. Et non seulement avec le storytelling, parce que pour moi c'est un tout. Donc le storytelling c'est le fond. Et comme je dis toujours,
La meilleure communication est de cœur à cœur. Ça ne sert à rien de parler technique. Il faut toucher les cœurs de gens. Et comment on va les toucher? Par des histoires authentiques. On va pas inventer. On va chercher les trésors cachés dans notre histoire. Et le regard extérieur, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez votre histoire. Comme j'ai dit, votre vie est un long fleuve, tranquille ou pas. Au bord de ce fleuve, on peut chercher et on va trouver des pépites d'or. Il faut les chercher. Et chaque pépite a son format et a sa valeur. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va faire de cette pépite. On va la lapider, on va faire en sorte qu'elle soit belle pour un public cible. Donc, on va trouver, par rapport à mon histoire générale qui est mon fleuve, et par rapport à mes pépites, lesquelles on va choisir qui vont toucher le cœur de mon public, c'est-à-dire quelles sont les valeurs communes qu'on va partager pour ce cas de figure, ou pour ce public, ou pour ce moment en particulier. Mais l'histoire, elle ne se raconte pas que avec les mots. Elle se raconte par tout notre entourage aussi. Nos actions, bien sûr, notre posture et notre visuel. Et c'est là que le côté artistique et styliste de mode entre en jeu. Entre en jeu. Parce que c'est complémentaire. Si je raconte une histoire qui va toucher le public, mais que ma posture ne correspond pas, il y aura une dissonance. Et la dissonance, elle est ressentie par les personnes très instinctivement. Et vous ne devenez pas crédible. Bien sûr. Donc, il y a la posture, et puis les vêtements, les couleurs, les formes, tout ça, ça parle. Même la montre qu'on porte, si vous faites une interview dans votre bureau, par exemple, on va remarquer aussi quel est le tableau derrière vous, quelle est la décoration. Et ça parle aussi. Donc, la communication, pour moi, c'est 360 degrés. Il faut que ça inclue absolument tout. Le fond et la forme. En plus, vous, comme vous êtes artiste à la base, vous êtes intéressé à l'art, donc vous savez très bien que la communication, elle est verbale, mais elle est surtout non verbale. Et puis, vous êtes arrivé à utiliser les formes de communication nouvelles, aujourd'hui, comme la communication non violente. Vous arrivez à passer des messages avec douceur, mais c'est en même temps des messages fermes. C'est des messages qui portent, mais qui sont dits de façon douce, et donc qui ont une onde très longue d'écoute. Parce que plus la communication est douce, etc., plus on l'écoute longtemps. Contrairement à une communication violente, on l'écoute en 2 minutes et c'est fini. Donc vous avez cette capacité à écouter les gens et en même temps à faire passer les messages que vous voulez passer ou que vos clients veulent faire passer au niveau de leur population cible. Alors, un sujet qu'on a déjà abordé tous les deux, j'aimerais que vous m'en disiez un mot. C'est un domaine très pointu qui existe en Europe, où il y a 2 ou 3 grands spécialistes, par exemple en France, mais quasiment pas de spécialistes au Maroc, où il y a des mauvais spécialistes, ils pensent qu'ils sont spécialistes, qu'ils ne le sont pas. C'est le domaine de la communication de crise. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui arrive dans le monde, on a de plus en plus besoin de communicants de crise. Donc en France, il y a quelques grands communicants. Au Maroc, il n'y en a pas. Et ce que j'aimerais, c'est vous écouter par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à vos activités de communication de crise? Je sais que vous avez déjà eu à l'étranger des challenges très importants en termes de communication de crise. Donc j'aimerais que vous m'en disiez un petit mot. Parfait, parce que nous avons parlé storytelling, communication avec le cœur et avec les histoires authentiques, et nous avons parlé de communication non violente. Et donc la communication de crise, pour moi, elle englobe ces deux secteurs de la communication, et c'est un enjeu majeur que chaque grosse entreprise ait un spécialiste en communication de crise au sein de son entreprise ou qui sous-traite, mais quelqu'un vraiment qui soit spécialisé.
Aujourd'hui, ils font appel à des gens qui sont dans la publicité et vendre un produit avec art, ça n'a rien à voir avec la communication de crise, qui est une communication vraiment très délicate. Il faut savoir si on doit s'exprimer, si on ne doit pas, et comment, à quel moment, avec quelle intensité. Donc c'est vraiment un enjeu qui met potentiellement en risque non seulement une entreprise, mais même un gouvernement, si elle n'est pas bien gérée. Et je ne pense pas que on ait justement, comme vous avez dit, beaucoup de vrais spécialistes, ni au Maroc, ni en Europe en général. Et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment développer. Aujourd'hui, comme vous avez dit, avec tout ce qui se passe, et ça va pas s'arrêter. Donc, n'importe quelle société ou gouvernement est à l'abri d'une bévue qui va mettre en jeu sa crédibilité demain. Je sais que vous êtes occupé d'une fusion entre deux entreprises en Europe et où il y a eu des problèmes importants. Cette fois, c'était une forme de communication de crise qui était différente. Parce que, comme vous m'avez dit, c'est une forme de communication de crise interne. J'aimerais que vous m'en disiez un petit mot. Oui. En fait, quand on a écho d'un problème de crise où il faut faire intervenir un communiqué de crise, c'est généralement par rapport au public externe. Et ce cas précis, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours parce que ça se gère en interne et ça ne se sait généralement pas à l'extérieur. Et ça, c'est un cas emblématique. Il y a quelques années, j'étais appelée à Lyon, au siège d'une grosse entreprise que je peux peut-être nommer, c'est Rhodia. Rhodia, qui est une entreprise centenaire avec une culture très ancrée depuis des siècles, qui avait fusionné avec Solvay, entreprise aussi importante et centenaire, et aussi avec une culture très forte, mais belge. Tout d'abord, ils avaient renvoyé plus de 300 personnes. Ceux qui sont restés devaient rester motivés, ce qui n'était pas du tout le cas. Et à ça s'ajoutait le fait des deux cultures d'entreprises différentes qui s'affrontaient. Donc c'était un peu une lutte d'ego, en plus du problème de est-ce que ma place est garantie, est-ce que je dois encore consacrer mon énergie à cette entreprise qui risque de me renvoyer demain. Et j'ai été appelée pour apaiser les esprits et trouver une histoire commune où les valeurs de chacun se rejoignaient et faisaient que, voilà, maintenant, on est une seule équipe. Très bien. Au Maroc, il y a quelques années, des entreprises ont été boycottées. Des entreprises emblématiques comme Sidi Ali ou Centrale Laitière, c'est-à-dire Danone. Et il n'y avait pas de communicant de crise. Donc, ou alors il fallait se reposer sur le talent individuel d'un membre de l'entreprise, ce qui a été fait pour l'une de celles-ci, mais ils n'ont pas eu la capacité de trouver sur le marché marocain des communicants de crise qui allaient les aider à dépasser le boycott qui a beaucoup handicapé leur vente et qui a, pour les boîtes cotées, qui a entraîné des profit warnings, le titre a baissé, les gens étaient inquiets, etc. Donc là, je pense qu'il y a un réel besoin. Et comme vous êtes entre le Brésil et le Maroc, donc je vais commencer par déjà vous demander quand est-ce que vous avez découvert le Maroc? J'ai découvert le Maroc en 2013 lors d'une mission princière que j'ai faite. Donc je ne connaissais pas le Maroc en tant que touriste. Je suis venue en mission et entre l'aéroport de Casablanca et mon hôtel, j'étais déjà tombée amoureuse et je savais que je voulais m'installer ici. Après plus de 26 ans en Belgique, qui est un pays que j'adore, avec des gens merveilleux, mais un peu plus vieux à mon goût. Et plus froid. Et plus froid.
Et je suis tombée amoureuse, je ne sais pas expliquer concrètement pourquoi. C'était, je sais pas, je me sentais chez moi. Et 6 mois après, j'étais installée, j'avais créé mon entreprise au Maroc et je suis venue avec ma petite valise. Je ne connaissais absolument personne, je n'avais aucun réseau et je me suis lancée avec une grande volonté de connaître cette culture, de m'ouvrir aux gens, d'apprendre des choses. Et je pense que c'est ça, le succès d'une expatriation se fait grâce à l'ouverture d'esprit. C'est de venir dans une autre culture, un autre pays, et regarder ça avec des yeux d'enfant, émerveillé, et ne pas juger, ne pas comparer, juste dire « Waouh, je connais pas, et j'ai envie de connaître ». Parce que vous avez d'abord vous avez l'esprit d'entreprise, et puis après il y a votre trajectoire qui a fait que vous êtes ouverte sur le monde, sur les gens, vous avez une qualité d'écoute, vous savez écouter les gens, vous savez vous ouvrir aux autres. C'est pour ça que ça a été peut-être plus facile pour vous que pour beaucoup d'autres qui n'ont pas ces qualités-là. On voit par exemple dans certaines villes marocaines où il y a une diaspora française, les Français vivent entre eux. Ils n'ont pas fait l'effort, par exemple les Saouira, ils n'ont pas fait l'effort, ou pas tous, de s'ouvrir sur la population. Ils vivent entre eux, même à Marrakech, ils vivent entre eux. Et ça, c'est finalement, ils ratent l'essentiel du pays. Parce que l'essentiel du pays, c'est s'ouvrir aux autres et pas vivre en kolkhoz les uns sur les autres et demeurer franchouillards ou ensemble. Donc, vous êtes arrivé au Maroc donc, il y a 12 ans, 2013, c'est ça Déménagé 2014. 2014, donc il y a 10, 11 ans. Et vous êtes lancé, vous avez créé votre entreprise, vous êtes lancé. Et qu'est-ce que vous avez fait au début? Alors, je tiens à dire que ça a été très facile, l'ouverture d'entreprise. Okay. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui craignent la bureaucratie, personnellement, je trouvais ça très facile. D'obtenir ma carte de séjour du moment que l'entreprise fonctionne, c'est très facile aussi. Et j'ai travaillé dans la communication. Ouais. Avec des formations et du mentorat pour les chefs d'entreprise, hommes, femmes politiques. Mais j'ai fait beaucoup de formations, particulièrement destinées aux femmes chefs d'entreprise. Je pense que j'ai formé plus de 2000 femmes chefs d'entreprise, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Maroc. J'ai parcouru le pays en entier, pas seulement les grandes villes, les petites aussi. J'ai même une expérience mémorable à Figuig, super, qui est une oasis que j'adore. Extraordinaire. Et en plus, c'est un endroit pas très développé au Maroc, pauvre. Et c'est un lieu où j'ai été appelée justement pour le manque de communication. C'est une région qui est connue, ils ont 11 000 habitants, et ils sont connus pour leur manque de communication entre eux. Ouais. Donc, j'ai fait une conférence traduite simultanément en 2 langues. Et le lendemain et le surlendemain, j'ai fait des formations. Normalement, je prends 20 personnes maximum parce qu'on fait beaucoup d'exercices pratiques. Et là, ils étaient 40 parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et je me suis réunie le dernier jour avec les personnes du gouvernement de la ville. Et les patrons et les chefs des entreprises, des coopératives, pour discuter, pour mettre en place des actions concrètes. Très bien. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il y avait par exemple 2 personnes, chacun président d'une coopérative. Ils se sont regardés, ils ont dit « mais c'est incroyable, toute notre vie, on est là, on est complémentaires et jamais on s'était parlé avant ». Et là, on se parle et on va faire des choses ensemble. Donc il a fallu que ce soit une Brésilienne qui a passé du temps en Belgique, qui vienne au Maroc pour aider des villageois à communiquer entre eux. C'est ça qui est formidable. Oui, oui. Parce que la mondialisation, elle a aussi des bons côtés. Elle a pas que des mauvais côtés. La mondialisation, elle permet aussi de s'ouvrir aux gens et de rapprocher les peuples et de rapprocher les messages et de partager les bonnes pratiques. Donc, quand on arrive à partager les bonnes pratiques, comme vous faites, vous avez fait à Figuig, vous avez formé des milliers de femmes au Maroc, chefs d'entreprise, vous les avez aidés à présenter leurs projets, à communiquer, à comment se mouvoir, comment convaincre, comment obtenir leurs premiers clients. Donc ça, c'est extraordinaire.
Et vous avez fait de la formation aussi pour les institutionnels, les entreprises institutionnelles. C'est là, dans ce cadre-là, que je vous avais connu. Vous avez fait des formations pour les universités, soit au Maroc ou à l'étranger. Vous faites des formations pour Toulouse Business School. Vous faites des formations pour l'Université internationale de Rabat, pour le groupe CDG, pour les grands groupes marocains. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Parce que je ne connais pas beaucoup de Brésiliennes qui soient venues au Maroc pour faire ça. Parce que le Brésil, au Maroc, les intérêts économiques, pour l'instant, ils sont limités à l'alimentaire. Les Marocains importent de la viande du Brésil. Mais à part ça, les gens ne connaissent pas le Brésil. Mais certains y sont allés comme touristes, mais ils ne connaissent pas toutes les potentialités de ce pays. C'est un pays extraordinaire. C'est le plus grand pays d'Amérique latine. C'est le pays leader en Amérique latine. Donc c'est le plus grand pays, c'est le pays leader. Il faut pas résumer le Brésil au football et à Copacabana. Oui. Le Brésil, c'est un pays extraordinaire, c'est un véritable nouveau pays industrialisé. Il fabrique de l'armement, des avions, il fabrique des produits manufacturés, il est très fort dans l'alimentaire, il a des marques emblématiques, il est dans les cosmétiques, il est dans la mode. C'est un pays magnifique. Et comme on l'a dit, vous pourriez être le parfait ambassadeur sur le plan économique pour ce pays. Parce que vous avez tout pour ça. C'est-à-dire vous avez tout pour être le parfait ambassadeur. Et à ce moment-là, rayonner encore plus que les métiers sur lesquels vous rayonnez aujourd'hui, qui sont la formation, la communication, le leadership, le storytelling, la marque personnelle. La marque personnelle, la communication de crise. Et donc, j'ai cru entendre que vous comptiez vous réinstaller prochainement au Maroc, parce que vous êtes parti en 2022, c'est ça? Oui. Vous êtes revenu au Brésil en 2022, et là, vous comptez revenir en janvier prochain. Tout à fait. Alors, quel est votre plan d'action? Quels sont vos nouveaux challenges pour l'année 2026 et les suivantes? Alors, je suis en train de recréer une entreprise au Maroc, effectivement, pour être réinstallée définitivement. Et là, je ne bouge plus du Maroc à partir de janvier 2026. Mais vous avez parlé de l'aspect économique, Brésil, Maroc, et tout le commerce qui pourrait être fait entre les deux pays et qui n'est pas. C'est sous-exploité. Tout ce potentiel est sous-exploité. Et je me suis aperçue déjà en 2018. J'ai été invitée à un événement avec l'ambassadeur du Brésil au Maroc. On m'a offert 2 livres sur justement l'économie entre le Brésil et le Maroc. Je les ai lus, ils étaient rébarbatifs, très techniques, très difficiles à lire parce que pas amusants du tout. Mais j'ai eu la notion du immense potentiel commercial qu'il y avait entre les deux pays. Alors, j'ai fait 2 choses depuis lors. J'ai fait un livre qui s'appelle Maroc, découvrir, aimer, faire des affaires, qui était au départ un livre destiné aux femmes chefs d'entreprise qui j'ai emmené faire des affaires au Maroc et qui m'ont demandé mais comment on doit se comporter, s'habiller, etc. Et d'un syllabus, voilà, ma passion a pris le pas et j'ai fini par faire un livre de 172 pages avec tout sur la culinaire, l'art culinaire, l'artisanat, les vêtements et évidemment le potentiel économique, les différents produits qui sont exploitables du côté Maroc, les aides du gouvernement, voilà, les créations du port, les facilités. Est-ce que vous avez été soutenu par un organisme marocain? Du tout. D'accord, vous n'avez pas fait appel ni à la CGM, ni à la SMEX, ni rien. Vous n'avez pas demandé qu'on vous aide? Je n'ai pas fait ça. J'ai eu tort. Oui, parce que c'est un livre qui permet aux gens qui veulent venir au Maroc, s'installer au Maroc, vous leur donnez les bonnes pratiques et comment faire, les clés. À ce moment-là, ce serait très bien d'avoir une subvention du ministère du Commerce et de l'Industrie, ou du ministère du Commerce extérieur, ou alors de la CGM ou de la SMEX. Une entreprise de façon institutionnelle à vous rendre plus facile, à vous faciliter
l'édition de cet ouvrage, parce qu'il pourrait être édité à grande échelle, surtout s'il est en français, en anglais, et s'il est destiné à l'Amérique latine, en portugais et en espagnol. Voilà. Donc je sais que vous avez écrit 4 livres pour l'instant. J'en connais 2. Je connais celui que vous venez de citer sur comment faire des affaires au Maroc, les codes, les différents codes, comment monter une entreprise, comment avoir son premier marché. Mais vous avez aussi écrit un livre récemment sur une expertise qui est très pointue. Vous avez écrit un livre, il est là, je l'ai pas encore lu. C'est L'Expert Invisible, donc vous me l'avez offert, je vais le lire. Et j'aimerais que vous me parliez de ce livre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour l'écrire? Et qu'est-ce qu'il contient, même si vous ne pouvez pas me dire en 5 minutes tout ce qui est là, mais qu'est-ce qu'il contient et quel est le message principal que vous aimeriez passer à travers ce livre, à travers L'Expert Invisible qui devient parfois visible? Qui va devenir visible à la fin. Voilà, je vous donne la fin du livre. L'Expert Invisible est un roman initiatique. Donc, à travers une histoire d'un personnage qui rencontre un mentor, on va s'identifier et on va pouvoir apprendre justement à se rendre visible. Et ce qu'il y a de particulier avec ce livre-là, c'est que ce n'est pas qu'un roman initiatique. À la fin de chaque chapitre, on a des exercices à faire sur soi-même pour se rendre visible. Comment est né ce livre? Eh bien, je vous ai dit, je suis partie au Brésil. Et au départ, j'étais tranquille, je m'occupais d'autre chose et pas de mon travail et pas de ma visibilité. Il faut dire que dans toute ma vie professionnelle, avec mes entreprises en Belgique, comme avec mon entreprise au Maroc, je n'ai jamais dû prospecter. Je n'ai jamais payé une publicité. J'ai jamais eu un coût d'acquisition de clients. Vous n'en aviez pas besoin. Je n'avais pas besoin. Grâce à mon storytelling, grâce à ma visibilité, grâce au marketing inbound, les clients venaient vers moi. Même les grands clients me téléphonaient. C'est bien. Voilà. Ça faisait peut-être 6 mois qu'ils me suivaient, qu'ils collectionnaient mes publications. Donc, je vivais un monde idéal. Et là, je pars au Brésil. Je ne m'occupe plus d'apparaître ni personnellement, ni sur les réseaux sociaux. Et un beau jour, je me réveille en 2023 et je me rends compte que j'étais devenue invisible. Les clients me téléphonaient plus. La presse ne me cherchait plus. Et si je faisais une publication, elle n'était pas très, très likée, très vue, très commentée. En fait, comme beaucoup de gens qui réussissent, on s'habitue à la réussite. On pense qu'elle va durer sans qu'on fasse aucun effort. Voilà. Et on se dit, finalement, ça va toujours durer, etc. Et puis un jour, on se réveille et il faut recommencer. Oui. Il faut retravailler pour acquérir ce qu'on avait déjà. Mais il faut avoir la force de faire ça. Oui. Et il faut avoir le ressort psychologique. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui sont, une fois qu'ils sont par terre, ils se relèvent plus. Et ça, c'est le ressort psychologique, c'est la résilience. Tout à fait. Et comme vous avez en vous, vous portez en vous cette résilience qui vous a permis de réussir au Brésil, de réussir en Belgique, de réussir au Maroc. Et donc, même si à un moment donné vous n'aviez plus de clients, les gens ne vous appelaient plus, mais vous n'avez pas perdu cette foi qui est en vous. Et au contraire, vous avez décidé de redoubler d'efforts et même de la mettre au service des autres en écrivant des livres. Exactement. Et au moment de mon réveil, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre en place une stratégie de visibilité et l'appliquer. Bien sûr. Et redevenir visible, rechercher. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a tellement bien marché qu'en 2024, j'ai reçu la médaille d'honneur au SAS, Semaine Afrique des Solutions. Je suis venue la recevoir c'est une médaille américaine. Ça, c'est une médaille au niveau de l'Afrique. L'Afrique. Et cette année, donc, je viens de recevoir à Marrakech un prix américain qui est le American Global Business Award comme leader de l'année. Voilà. Et puis, les clients sont revenus. Ça vient couronner
les efforts que Mes vous avez efforts. faits, et puis même les efforts d'une vie, et puis les efforts récents pour réapparaître sur les réseaux, etc. Voilà. Et sans cette stratégie, je n'aurais pas obtenu ces reconnaissances. Bien sûr. J'aurais pu rester invisible le restant de ma vie. Bien sûr. Et là, vous avez écrit ce livre pour faciliter la vie des gens, et puis, Oui. et puis le rebond, parce que très souvent, ce qui manque, c'est le rebond, pouvoir rebondir. Il y a des gens qui font faillite et une fois et ils rebondissent plus jamais, c'est terminé. Et d'autres, ils ont la résilience pour revenir, et puis même être meilleurs, plus forts qu'avant. Donc là, je vais le lire avec plaisir. Et donc, vos objectifs, vous revenez, vous allez repartir au Brésil, vous allez prendre vos affaires et vous allez revenir vous réinstaller au Maroc en janvier. Tout à fait. Et vous tombez en plein dans les années d'or du Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc, entre 2020 et 2025, il va connaître une embellie économique. Pourquoi ? Parce que cette embellie économique, elle est portée par les projets structurants qui sont réalisés sous la directive du roi, mais aussi grâce aux échéances internationales du Maroc, la Coupe d'Afrique et surtout la Coupe du Monde de 2030. Donc on aura une période de croissance très importante, de développement des infrastructures, mais aussi de risques liés à ça, parce que souvent les pays qui organisent des Coupes du Monde, ils doivent rester très vigilants par rapport à l'endettement. Il faut que l'endettement puisse continuer à être soutenable. Et si ils libéralisent le cours de leur monnaie, il faut qu'ils fassent très attention à leur monnaie, parce que leur monnaie peut être la variable d'ajustement demain s'ils n'arrivent pas à rembourser les crédits dans les délais impartis, ce que les pays américains, sud-américains ont connu. Donc là, vous revenez en janvier, et je suis content que vous reveniez. Et moi, je pense que 2020-2025, ça va être l'âge d'or du Maroc, si nous avons les gouvernements à la hauteur pour profiter de cette embellie économique. Et je pense que votre vision, qui est de continuer à faire vos métiers traditionnels, quand je dis traditionnels, c'est-à-dire vos métiers d'expertise, qui sont la communication de crise, le storytelling, la motivation des équipes, la formation des femmes et des hommes, parce que vous ne formez pas que les femmes, vous avez formé 2000 femmes et vous formez les hommes aussi, mais aussi avoir une action encore plus directe sur l'économie brésilienne et l'économie marocaine, en faisant en sorte que les échanges commerciaux et d'investissement entre le Maroc et le Brésil augmentent. Donc vous avez cette capacité, je crois en votre capacité de le faire, et je pense qu'aujourd'hui le Brésil est sous-représenté au Maroc. Toute l'Amérique latine, mais le Brésil en particulier, parce que le Brésil, c'est le pays phare de l'Amérique latine. D'abord phare, parce que c'est le plus grand, le plus riche, parce qu'il parle une langue que les autres ne parlent pas, et parce qu'il est unique dans beaucoup d'aspects. C'est un pays fédéral, c'est un pays qui ressemble beaucoup au Maroc. Si on compare les indicateurs économiques, il ressemble beaucoup au Maroc. Presque tout est pareil, sauf la balance commerciale qui est excédentaire au Brésil et déficitaire chez nous. Mais il y a beaucoup de points communs en termes de pauvreté, en termes d'inégalité de répartition des revenus, en termes de classe sociale. Au Maroc, on a à peu près la même évolution, hélas, que le Brésil. C'est-à-dire que vous avez 5% de la population qui vit au rythme des Américains et des Européens, et 95% de la population qui est en difficulté. C'est peut-être pas aussi fort au Maroc qu'au Brésil, cette inégalité. Bon, je suis content que vous soyez là. Je suis content de vous recevoir. Je suis content je suis féministe. Donc quand je vois une femme qui a été capable durant sa vie de faire autant de choses, de vivre dans 3 ou 4 pays différents, de réussir dans des pays différents, avec des cultures différentes, en faisant des métiers différents, en ayant la force d'apprendre des choses complètement différentes, de l'art. Vous êtes passé de l'art au management, à la formation, à l'hypnose, demain aux investissements. C'est une vie extraordinaire. Donc je suis très heureux de vous avoir reçu, et je vais vous laisser le mot de la fin. Parce que l'invité, traditionnellement, d'Ecopolitis, a le mot de la fin. Donc vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez. Pendant 5 minutes, vous choisissez ce que vous voulez dire, et je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Et merci d'être content de mon retour. Je suis très contente aussi. Je suis très heureuse de revenir à mon pays de cœur. Et vous avez eu cette expression tout à l'heure, être ambassadrice du Maroc. C'est comme ça, c'est un peu la mission que je me donne. C'est la raison de ce livre sur le Maroc, découvrir, aimer, faire des affaires, qui existe aussi sa version et pas sa traduction en portugais, parce que là c'est spécifique au public brésilien, qui est différent du public francophone. Et parmi mes activités, j'ai une autre marque qui est Connectamos, donc Connect, M-O-S, Maroc, Opportunities for Success. Super. Et là, c'est vraiment créer ce pont, ce lien entre le Maroc, le Brésil, l'Amérique latine en général, un pont qui est commercial, mais aussi culturel. Et c'est ça mon objectif aussi, c'est montrer cette culture si riche au monde, spécifiquement Brésil, Amérique latine, et favoriser les échanges commerciaux. Comme vous avez dit, il y a trop peu d'échanges, le potentiel est immense, inexploité, et donc mon intention c'est de pouvoir de plus en plus faciliter ça, que ce soit par des actions, alors quel est mon programme pour 2026, en plus du côté communication. C'est faire communiquer les deux pays, c'est faire venir des femmes et des hommes chefs d'entreprise au Maroc, faire des événements, non seulement pour les lier au niveau commercial, pour voir les opportunités d'affaires, mais pour qu'ils connaissent la culture. Parce que, comme dit le titre de mon livre, découvrir, aimer et faire des affaires. Il faut aimer, connaître et aimer cette culture pour pouvoir faire affaire avec. Et aimer, c'est aussi respecter. Bien sûr. On ne peut pas respecter, aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc tout ça est étroitement lié par le biais de la communication. C'est la communication qui relie les peuples et les cultures. C'est mettre en commun. Comment on va maintenant mettre en commun nos connaissances pour faire grandir quelque chose. Chose que nous sommes en train de faire, vous et moi maintenant. Et voilà, que j'espère favoriser au niveau de la communication entre les deux pays. Donc ça, c'est un grand projet. Et pour le restant, qu'est-ce que je peux dire à vos auditeurs? Soyez fiers de votre pays, qui est un pays très riche, merveilleux, avec une jeunesse très éveillée, très intelligente. J'ai beaucoup travaillé avec les universités au Maroc et je peux vous dire, ayant travaillé avec les universités en Belgique et en France aussi, qu'on a un très très bon niveau ici et des gens très sérieux. Et j'ai beaucoup non seulement d'espoir, mais la certitude que, comme vous avez dit, d'ici 2030, le Maroc sera vraiment une grande puissance. Ça va devenir vraiment le spot où il faut être. Donc on a 4 ans pour vraiment mettre en place des actions concrètes pour aider ce pays à être vraiment au top d'ici la Coupe du Monde finalement. Super. Je tenais à remercier Gisela d'être venue, de nous avoir consacré du temps, nous avoir éclairé sur de nombreux sujets, la remercier pour ses talents, pour sa présence. Et bien sûr, je tenais à remercier les équipes de l'ODJ Média de nous avoir permis de tourner cette émission comme à l'accoutumée et de recevoir une personnalité extraordinaire qui peut être un exemple pour les générations actuelles, mais même les générations passées. On parle de la génération Z, mais il ne faut pas oublier la génération X et Y. Elles existent également et elles sont là, disponibles, prêtes à aider leur pays à se développer et à occuper une place centrale dans l'univers des nations. Merci beaucoup.